Bonjour, bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché, bien évidemment, le Bitcoin. On va faire comme d'habitude un tour de l'actualité pour ensuite attaquer l'analyse technique. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez, partagez la vidéo, ça aide au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On entame tout de suite avec notre tour d'actualité qui va passer par CZ, Coinbase, GBTC bien évidemment, Genesis, et ensuite on va finir sur la macroéconomie parce que comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui va être une grosse journée pour les US, on va en parler enfin de cette news. Alors, on commence tout de suite par l'actualité d'hier, qui a été le tweet de CZ. Il a encore fait parler de lui. Voilà, clairement, il a tweeté avec la possibilité que GBTC n'est pas la totalité des BTC annoncés, chose dont je vous ai parlé déjà depuis un certain temps avec la série de FUD. Le tout à travers une analyse on-chain plus ou moins douteuse des comptes de Coinbase. Une heure après, il est revenu sur ses propos en disant que, bon, en l'occurrence, ce n'était pas vrai, que les chiffres étaient faux. Alors, est-ce qu'ils sont faux, vraiment faux, pas assez faux, beaucoup faux? Bon, ça a déterminé. Mais en l'occurrence, il a supprimé le premier tweet et il a fait un mea culpa en disant qu'il faut impérativement plus de transparence dans l'écosystème. Alors, je suis d'accord avec lui, néanmoins, il est important d'avoir cette transparence, mais est-ce qu'il est possible de ne pas non plus aller dans l'overreaction, parce que le crypto Twitter, vous imaginez bien, sur ce tweet de CZ, s'est enflammé directement, et bon, alors, même si je reste quand même dans mon avis de la vidéo que je vous ai présentée dimanche sur justement FTX et notamment le rôle de CZ dedans et mon avis sur la raison du tweet de CZ qui a déclenché la chute de FTX. Par contre, je me pose vraiment des questions sur les motivations de CZ, avec notamment les attaques à peine déguisées sur crypto.com et gate.io. Là maintenant, c'est Coinbase. Alors, je veux bien cette notion de transparence, mais à un moment donné, il faut quand même un petit peu de retenue, d'analyse et de vérification des différentes informations. Il ne faut pas non plus propager des rumeurs, surtout qu'il il attaque tout de suite dès qu'il y a des fausses informations sur le Binance ou son propre compte. Et là, en l'occurrence, on se retrouve quand même sur... Je dissémine des rumeurs sans forcément valider ce qui est vrai ou non et le travail qui a été fait derrière. Et c'est une période qui est quand même très compliquée, qui est quand même très sujet au feu, donc il faut quand même prendre vraiment un petit peu de recul par rapport à ça. Mais, ça ne freine pas les investisseurs. Parce qu'on a quand même ARK qui vient d'investir 1,5 million de dollars sur GBTC. Et d'ailleurs, Coinbase a publié il y a peu un sondage qu'ils ont réalisé sur les investisseurs et les fonds d'investissement, que justement, ils continuent à placer en crypto-monnaie et que même 62% des investisseurs ont augmenté l'allocation qu'ils ont des crypto-monnaies dans leur portefeuille. C'est plutôt positif sur le long terme, mais je trouve quand même le comportement de CZ actuellement un peu limite. Vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? On continue les nouvelles avec Genesis, qui aurait engagé un conseiller en restructuration pour explorer toutes les options possibles, qui incluent, bien évidemment, mais ce ne limite pas, bien évidemment aussi, à une faillite potentielle. Alors la société qui a été engagée, c'est la banque d'investissement Moelis & Company. Alors, globalement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui sont occupés de Voyager. Donc, à partir du moment où ils ont été engagés par Voyager, je crois que c'était début juillet, donc le 1er juillet, quelques jours plus tard, il y a le chapitre 11 qui a été déposé, donc dépôt de bilan pour Voyager. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'était exactement la même rhétorique. C'est-à-dire qu'on justement choisit un cabinet spécialisé dans la restructuration pour déterminer les alternatives stratégiques. Bon, l'alternative stratégique, quelques jours après, c'était bouclé, c'était le chapitre 11. Est-ce qu'on peut attendre pareil au niveau de Genesis ? Là, en l'occurrence, on est en train de se diriger vers quelque chose qu'on a déjà connu. Donc, potentiellement, dans la semaine à venir ou la semaine prochaine, on risque d'avoir une nouvelle sur Genesis avec un dépôt de bilan et une volonté de restructuration. Alors, à côté, nous avons quand même pas mal de choses. Le domaine de la DeFi qui est en pleine explosion et qui reprend des couleurs, notamment avec la perte de confiance des SEX, donc de la perte de confiance de la centralisation. Donc les gens se tournent vers la décentralisation, ce qui est plutôt positif.
Et derrière, on a quand même Curve qui prépare le lancement du CRV-USD, donc son stablecoin algorithmique, et globalement, selon le white paper rédigé par le fondateur lui-même, on aurait un stablecoin qui serait surcollatérisé par différentes crypto-monnaies et pourra être mint directement par les utilisateurs lorsqu'ils déposent des liquidités. Chose qui est aussi, en termes de concept, proche du stablecoin de AAV, ce qui est normal parce que CRV, donc Curve et AAV, ont une volonté d'utiliser en fait la liquidité qui sont déposées dans les formes de lending pour pouvoir justement collatériser ou surcollatériser un stablecoin algorithmique, et ce qui est logique et la continuité même des projets qu'ils ont construits. On terminera sur justement ce point de vue macroéconomie au niveau des US. Comme je vous l'ai dit, on est dans une journée un petit peu particulière, étant donné qu'on compile absolument tout ce qui restait dans la semaine en une journée pour pouvoir faire Thanksgiving aux US. Donc à partir de ce soir, il ne reste plus grand monde en Amérique, enfin en tout cas au boulot en Amérique, notamment à Wall Street. Donc il va falloir faire attention, on a beaucoup de choses, notamment les PMI tout au long de l'après-midi, et ce soir nous avons la minute FOMC qui donnera clairement le ton pour cette fin d'année, et globalement la préparation de 2023. On va terminer avec les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations et continuer à se former tout en soutenant la chaîne et le Discord, nous avons mis en place un premium avec beaucoup de contenu, comme par exemple plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurées autour d'un parcours pédagogique, des guides stratégiques, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses sur les différents coins, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, etc. Il y a plein d'autres contenus importants pour pouvoir progresser. Je vous mets une petite vidéo explicative en haut à droite pour les curieux. Sans plus tarder, on attaque notre partie technique avec notre rappel habituel de notre schématique Heliotist, vague 1, vague 2, 3, 4, 5. 5 terminé en mai 2021, nous sommes sur un retracement A, B, C. B avec extension, C avec ses extensions. Nous sommes sur la fin de ce retracement Heliotist. La question est jusqu'où allons-nous nous arrêter? Nous sommes en dessous du 618 du mouvement total du BTC, donc nous sommes dans une zone de rechargement long terme. On côtoie très fortement le 786, donc qui nous confirme encore plus cette zone de rechargement très long terme. Donc si on est intéressé par cet actif-là, nous sommes dans une zone dans laquelle il est intéressant de faire de la DCA. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Clairement, oui. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Clairement, oui aussi. Plus bas, parce que nous avons le 786 plus le top de la 1 qui nous donne une target à 15 000 $, un petit peu en dessous de 15 000 $, entre 15 000 et 15 500 $. Ensuite, nous avons une deuxième target qui est le 1,618 qui nous amène à un order block dans les alentours de 10 000 $, toujours des targets potentiels, certaines qui sont confirmées aussi par notamment des zones de résistance Ichimoku, ce qui est le cas des 10 000 $, donc sur lequel beaucoup de personnes considèrent qu'on va descendre dessus. Alors je vous ai noté notamment dans les différentes quotidiennes à venir ce gap CME qui avait été mis en place. On voit qu'on a comblé une partie, il en reste encore un petit peu, on va déplacer justement la ligne pour justement représenter le gap restant. On voit qu'on a une journée qui était plutôt positive, et on a une journée là qui est en train de se structurer aussi pour nous positivement aujourd'hui. Alors on va zoomer sur tout ça, on va avec une vue en daily sur notamment du spot Binance pour voir ce qui est en train de se passer. Nous avons toujours notre accumulation qui est en cours. Je vous le répète, comme habituellement, cette accumulation week-off se fait par un arrêt de la tendance baissière, automatique rallye, retravail haussier. On va tester la partie SC basse, et ensuite on casse baissier pour prendre la liquidité du SC en faisant un STB. Donc on est dans une accumulation week-offienne de ce qui est plus classique en l'état actuel. La question à se poser, c'est est-ce que le STB est terminé, ou est-ce qu'on va faire un spring, ou justement est-ce qu'on va faire un break haussier? Clairement, en termes de macroéconomie, c'est compliqué. En termes de macro sur la totalité des cryptos avec le crack de FTX, c'est tout aussi compliqué. On sait qu'il y a une grosse crise de confiance
actuellement. On a une peur générale d'une contagion sur la crise de FTX avec notamment Genesis et GBTC et Grayscale qui peuvent être impactés. Bon, somme toute, vous commencez à connaître mon opinion par rapport à ça, et la notion de plus on en parle, moins il y a de risques que ça arrive. Justement, la surprise de Terra Luna et la surprise de 3IC était le fait que c'était des surprises. À partir du moment où le marché est préparé, la notion d'incertitude existe beaucoup moins. Alors, on va zoomer dans cette partie-là pour continuer notre analyse. Analyse sur laquelle nous avons notamment... Hop, on va se mettre sur celui-là. Tac. Nous avons une vue en 1 heure pour bien voir cette partie base dans laquelle on a aussi une accumulation. SCAR, ST, hop, accélération haussière, STB, prise de liquidité. Accélération haussière suite au STB, hein, d'accord. Première accélération, réaccumulation, deuxième accélération. Donc short squeeze, réaccumulation, création de liquidité supérieure, short squeeze, chose que je vous avais justement alerté dans les différentes quotidiennes, que c'était justement le principe même de ces éléments-là, un petit peu ce qu'on avait vécu ici, compression des liquidités, cassure baissière, short squeeze. Compression, cassure, short squeeze. Short squeeze potentiellement non terminé. D'accord, on a une première vague de liquidité, mais clairement, pareil, on est en train de faire une réaccumulation ici, donc il y a des grandes possibilités qu'on est en train de recréer de la liquidité au-dessus pour pouvoir après aller casser là. D'accord. Je rappelle que les gros points de liquidité se trouvent au-dessus de la target que je vous ai donnée à 16 800, d'accord, qui est la target laissée par cette liquidité, qui est pour moi la première des liquidités du bloc haussier dans lequel on risque d'avoir une accélération du cours pour pouvoir prendre justement toutes ces liquidités-là avant de pouvoir structurer, soit pareil, on se retrouve dans quelque chose où on va comprimer, et clairement, au vu de ce qui est en train de se passer en termes de nouvelles aux US, donc on va avoir très peu de mouvements, on va arriver sur le week-end, pareil, très peu de mouvements, donc on va avoir une volatilité en baisse, bon, bah, très clairement, on va se retrouver sur un truc qui va se faire comme ça, hop, et pareil, après on déterminera, est-ce que on aura une incentive à pousser ou à baisser sur la semaine prochaine. Mais on va se retrouver encore une fois sur un canal de compression pour ensuite potentiellement avoir une résolution, et une résolution qui peut être un petit peu explosive. Néanmoins, le point important à noter, c'est que on a fait un plus bas. D'accord ? Même si ça a été juste une prise de liquidité, nous avons fait un plus bas. Pour l'instant, on ne structure pas haussier. D'accord ? Ma target, qui est beaucoup plus haut avec une cassure des 18 000, ne pourra arriver que si on arrive à récupérer, à repasser au-dessus des 17 000, d'accord ? Si on n'arrive pas à dépasser ce bloc dans lequel il y a énormément de volume, il y a énormément de pression vendeuse qui est en train de se structurer. Donc, il faut prendre du recul par rapport à ça. Là, même si on est dans un short squeeze et qu'on arrive dans un canal de compression, la plus grosse probabilité serait d'avoir une résolution baissière pour aller chercher notamment les targets 1 et 1. D'accord ? Moi, là-dessus, je devais prendre beaucoup de recul par rapport à ce que je vois, notamment sur Twitter, avec notamment le dernier tweet par rapport aux nouvelles que je vous ai données de CZ. Quand je vois ça, qui est quand même le directeur de Binance, le plus gros exchange, avec quelqu'un qui a plus de 7 millions 5 de followers sur Twitter, je me dis, mais où on va ? Clairement, où on va. Donc là, il faut prendre du recul par rapport aux nouvelles et à la surréaction que l'on voit actuellement sur l'ensemble des médias. On est à la recherche, clairement, du sang en termes de nouvelles, et il faut prendre du recul par rapport à ça. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, je dis juste que quand on est à ce point-là, à la recherche de nouvelles, et justement de nouvelles sensationnelles, pour pouvoir avoir encore plus de sang, bon, bah, là, il faut prendre du recul, se dire, ok, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté à pouvoir aller aussi bas ? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin d'aller avoir une contagion comme ça ? Est-ce que la contagion en elle-même, elle n'est pas déjà pricée ? Est-ce que cette contagion aura réellement lieu ? Est-ce qu'on nous parle de fonds de soutien, notamment Binance, qui a annoncé un fonds de soutien, mais sur lequel c'est pas encore mis en place, on n'a pas trop d'informations ? Est-ce que ça a vraiment existé ? Est-ce que, si ça se trouve, c'est juste des mots pour potentiellement forcer les personnes à venir en contact avec eux pour pouvoir racheter ou faire de la part d'equity ? Bon, ça a déterminé, mais globalement, on est dans une forme de crise de confiance tellement forte qu'il y a forcément des surréactions. À nous de prendre en considération ça dans notre façon de concevoir notre stratégie, de réajuster notre stratégie. Là, pour moi, nous sommes dans un genre squeeze,
nous sommes potentiellement aussi dans un bull trap, donc on doit faire très attention, même si j'ai des premières indications me disant que, bon, bah, potentiellement, on peut repartir à la hausse, avec notamment l'order flow. L'order flow, je vous avais dit qu'on était dans une forme de, je ne sais pas, voilà, clairement, des top traders, c'était une zone de neutralité des top traders. Bon, a priori, on commence à avoir un début de réaction. À savoir que les top traders semblent vouloir partir à la hausse. Alors là-dessus, il faut faire attention parce que c'est du perp. D'accord ? On a certes une petite augmentation du CVD sur le spot, mais ça reste quand même très très léger. On est majoritairement sur une explosion du CVD perp. D'accord ? Le CVD spot monte mais bof, mais vraiment le perp pousse, donc ça veut dire que majoritairement c'est en train de pousser à levier. Mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes à noter. On va revenir sur l'order flow. Ce qu'il y a d'autres choses à noter, c'est qu'on avait beaucoup, on va prendre celui-là de graphique, on avait beaucoup de positions en termes de liquidité, de personnes qui ouvraient des shorts avec des zones de liquidation qui étaient très hautes, qui étaient globalement au-dessus des 30 000, et toutes ces zones-là a disparu. D'accord ? Toute cette zone-là a disparu. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie de prise de profit des shorters qui étaient effectifs. D'où potentiellement, ici, l'accélération haussière. D'accord ? Hier, ils étaient, ce matin, ils y sont plus. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une prise de profit de ce qui est en train de se faire, et des longues qui sont en train de se construire. Donc on a une forme d'adéquation entre tous les différents éléments qui sont en train de se mettre en place, avec notamment l'order flow qui est en train de nous donner des informations qui sont que, là on a peut-être une augmentation, mais ici on n'a pas d'augmentation au niveau de l'open interest. Ça veut dire qu'il n'y a pas de levier, ce qui est plutôt positif, somme toute. Mais ça veut dire aussi que il n'y a pas forcément de véritable engouement au niveau des traders actuellement. On a plutôt quelque chose qui est mitigé. Quand on regarde les mouvements précédents qu'on a pu avoir, on avait des accélérations haussières jumelées avec énormément d'open interest et qui poussaient le cours très très haut. Bon, là, clairement, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que potentiellement, oui, on a des premiers signes disant qu'on peut être sur un redépart haussier, mais pour ça, il va falloir break des niveaux importants, il va falloir break notamment les 17 000, s'instancier au-dessus des 17 000, là c'est pas le cas. Il va falloir aussi avoir une poussée des top traders qui soit beaucoup plus marquée, parce que là on a retesté, on a un petit peu cassé le niveau précédent qui se trouvait ici, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez faiblard, donc on devrait repartir à la hausse, avoir quelque chose qui soit un petit peu plus agressif. Là, ce n'est pas le cas, ce qui pourrait être symptomatique d'un bull trap. Alors, on va faire un tour sur les marchés tradi. Marché tradi, on va voir Nasdaq. Nasdaq, on a eu une journée qui était plutôt positive, hein. Vraiment même positive, dans lequel on est reparti à la hausse, on a ravalé entièrement la bougie précédente, ce qui est vraiment positif, et là on a une journée qui commence sur quelque chose d'assez flat, ce qui voudrait dire aussi qu'on attend principalement les chiffres. Donc, c'est un petit peu ce que je vous ai précisé avant, je pense qu'on va avoir une journée qui risque d'être assez volatile, et du coup on va attendre majoritairement le marché US par rapport à ça. Ensuite, il y a plusieurs autres éléments que je vais vous montrer demain, après-demain et certainement aussi dans l'hebdomadaire. Je suis en train de vous consolider tout ça, qui est une analyse on-chain sur l'état réel du marché de la crypto-monnaie, notamment du BTC, sur l'ensemble des différents éléments. Mais au niveau de la macroéconomie, je pense que aujourd'hui va valider pas mal de choses. Est-ce que nous sommes sur un simple rebond dans lequel on aura une impulsion qui va être donnée par la macroéconomie américaine, et donc derrière va entraîner une prolongation du retrait du DXY, donc du dollar. Forcément, si on a une économie américaine qui est en train de se structurer, on va avoir un DXY qui va plonger et enfin retester ou break le 104, niveau très important, je le répète depuis un certain temps, ce niveau 104, si on veut une continuité haussière de la macroéconomie générale et des crypto-monnaies, il faut le casser et il faut se structurer en dessous. Certainement on aura après un retracement et un retest d'une zone potentiellement des 111 ou des 110 pour faire une continuité baissière, mais là pour l'instant on est très très loin, donc pour moi on est dans quelque chose qui peut être très positif, mais il faut
impérativement le valider. Tant qu'on le valide pas, bon, en l'occurrence, on est toujours dans cette zone d'incertitude. Le SP500 qui est beaucoup plus positif que le Nasdaq. Regardez la comparaison entre les deux. Nasdaq, on a ravalé, oui, la bougie, mais bon, somme toute, on a légèrement clôturé un tout petit peu au-dessus. Bah là, le SP500, on a doublé la bougie. On a fait x2 par rapport à la bougie, donc on a ravalé et on est reparti à la hausse. Le SP500 est beaucoup plus bullish actuellement que le Nasdaq. Là, actuellement, quand je regarde juste le SP500, je me dis, bon, bah ouais, on est quand même sur quelque chose d'assez structuré. On a fait une première accélération, on a fait un break-off structure, on recasse baissier pour retester justement un order block, on repart à la hausse, on restructure au-dessus, et là, derrière, on fait quoi? On fait un retest de la zone de résistance qu'on vient de casser, qui devient support, qui correspond au top précédent, donc on est bien sur une structuration d'une mise en place d'une structure haussière. D'accord? Quand on regarde juste les structures, c'est ce que l'on voit. Quand on regarde le momentum, on n'est pas encore ici en overextend, donc on est sur quelque chose qui a de la marge de progression. Le momentum en lui-même est plutôt positif. Là, actuellement, je considère qu'on est plutôt sur quelque chose de très positif et qu'on est en train d'aller potentiellement retester 618. Donc, ça nous validerait une journée sur laquelle on pourrait avoir une cassure baissière en début de journée, pourquoi pas, pour retester, et comme d'habitude, on invaliderait avec l'ensemble des nouvelles pour aller chercher les 618. Pareil sur le Nasdaq, réaccélération haussière pour se rapprocher des 12 000 et donc le 0,5, et ensuite potentiellement structurer ici une cassure baissière, à savoir qu'on a un début potentiel de BCAR ST, potentiellement, il faudra avoir un petit ST. Pareil, BCAR ST, donc potentiellement des distributions qu'on trouve sur le Nasdaq et le SP500, mais c'est que des débuts de distribution. Là, actuellement, on n'a aucun élément pour confirmer ça, donc il va falloir patienter. Est-ce que les chiffres vont être positifs par rapport aux précédents chiffres et ce qui est attendu sur l'ensemble du marché financier? Oui, c'est plutôt des chiffres positifs. Alors, à côté, on a aussi autre chose qui est en train de se structurer. On a deux nouvelles que je vous ai pas données, enfin une nouvelle principale que je vous ai pas donnée, parce que je voulais tout simplement la corréler avec l'état du graphique, c'est que les négociations Biden et globalement sociétés exportatrices, enfin groupement exportateur et producteurs de pétrole est en train de se mettre en place. On commence à avoir une structuration d'une augmentation de la production réelle de pétrole, alors que, historiquement, justement, suite au passage de Biden en Arabie Saoudite, on avait eu le pied de nez qui avait été fait, où il y avait l'annonce de la diminution du nombre de barils de pétrole produits. Ben là, en l'occurrence, on voit que ce n'est pas le cas, on voit qu'on est en train de se structurer sur quelque chose où on est sur une augmentation du nombre de barils, et donc, derrière, une diminution du prix. Parce que forcément, si on a une diminution de la génération du nombre de barils, on va avoir une augmentation du prix, parce qu'on va avoir forcément à un moment donné un manque, sur une surconsommation actuelle, avec notamment l'embargo sur la Russie. Là, quand on commence à avoir... on change un petit peu la table politique, et clairement, ça se voit, il y a eu des négociations qui ont été faites, une acceptation d'un certain nombre de choses qui sont un petit peu limites, on va le dire, par Biden sur cet élément-là, pour avoir accès justement à cette augmentation du nombre de barils, et donc une diminution de la pression du prix du baril de pétrole sur l'économie. Il est évident que, c'est toujours cette même schématique, sans énergie, il n'y a pas de croissance, et donc forcément, sans croissance, pas de PIB égale mise en place d'une récession. Donc si on arrive à contrôler les prix du pétrole, et qu'on arrive à faire diminuer les prix du pétrole, ça veut dire aussi qu'on va avoir une diminution de l'inflation qui va être liée directement à ça. C'est-à-dire que l'énergie reste un poste quand même colossal, et l'énergie en lui-même, c'est générateur de croissance, et que l'énergie est utilisée dans les différents dans l'ensemble des différents éléments de production, que ce soit même sur tout simplement la nourriture, que ce soit sur les différents services importants, que ce soit aussi sur les coûts de production des maisons et des shelters. Donc ça a un impact sur tout, et donc le fait de travailler sur le prix réellement du pétrole et l'impact général que ça va avoir sur la source énergétique, on impacte aussi l'inflation. Et donc, on joue sur les taux directeurs et la mise en place possible d'un pivot anticipé
sur tout ça. Donc c'est très important de suivre ce qui est en train de se passer, et notamment au niveau du cours, on voit que on est en train de se diriger potentiellement vers un break of structure majeur, mais le break of structure majeur, il est quand même très très bas, hein, il est à 62. Là, on pourrait avoir la mise en place d'une forme de ranging, comme on peut le connaître assez régulièrement, sur quelque chose où on va ranger, dans cette zone-là, on va se créer un rectangle, dans lequel on va être entre 65 et globalement 120, et dans lequel on va osciller en fonction de la résolution géopolitique. Mais on garde la target que l'on a ici, elle est quand même 1,618 à 65, le baril, sur justement l'US Oil, dans lequel on aura certainement la mise en place d'un rebond, prise de profit, pour ensuite repartir à la hausse, et retravailler une zone supérieure, retravailler potentiellement les 100. Là, on a laissé quand même beaucoup de liquidités dans cette zone ici, dans les 96, 100 dollars, sur un retravail du cours, notamment avec la manipulation qui a eu lieu ici des différentes informations, avec le retrait justement de la volonté des producteurs de pétrole d'augmenter leur cadence, et donc même une diminution de la cadence. Là on voit que tout de suite, suite à l'annonce, qu'est-ce qui se passe? On a une cassure très très forte. Et ce qui est intéressant d'ailleurs de voir, c'est que beaucoup d'économistes et beaucoup d'analystes partent du principe, et moi compris, que le marché général price et overprice le repart d'une croissance, enfin le redépart d'une croissance, c'est-à-dire que si on voit notamment tout ce qui est pétrole en train de flamber, ça veut dire qu'on est en train d'anticiper une surconsommation, donc une croissance, pétrole égale croissance, enfin énergie égale croissance, ce qui est logique. Là, actuellement, on est sur une stabilisation, on est sur quelque chose qui est un peu entre les deux, mais on n'est pas non plus sur une cassure baissière, c'est-à-dire que beaucoup d'autres personnes prennent l'inverse, c'est-à-dire que, justement, si on a une diminution du prix du pétrole, ça veut dire qu'on va vers une décroissance, une récession. Ce qui n'est pas forcément le cas, il faut prendre en considération l'ensemble des vecteurs. La diminution de la génération et de l'accessibilité à l'énergie, avec notamment l'embargo sur la Russie, mais aussi l'augmentation de production de barils qui vont influencer justement sur potentiellement la mise en place d'une ligne médiane, le temps qu'il y ait une résolution de tout ça. Tant qu'on a un rééquilibre des forces et de génération et de consommation d'énergie, à ce moment on risque d'arriver dans une forme de ranging, à voir ce qui va se passer. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à demain. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.